Bonjour, mon nom est Jean-Paul Daoust et au nom de Culture en Action de Sainte-Mélanie, il me fait énormément plaisir de vous recevoir dans ce magnifique manoir de Madame Louise-Amélie Panet, où vous pourrez entendre des capsules poétiques et aussi en musique et en chanson. Vous allez entendre Anne-Sophie Poisson, Caroline Fortin, Gaëtan Dostie, Yves Lambert et moi-même. Alors, je vous souhaite une très belle écoute et bienvenue à Culture en Action Sainte-Mélanie. Depuis 45 ans, Yves Lambert sillonne les routes du monde en y insufflant un dynamisme qui ne se dément pas. Il a l'immense talent de transplanter dans la modernité des chansons qui, sans son audace, auraient pu disparaître, mais aussi de chanter des textes de son cru. Il a œuvré de 1976 à 2003 avec la Bottine souriante. Il poursuit sa carrière durant 15 ans avec le Bébert Orchestra. Et en 2010, il fonde le Yves Lambert Trio. Il a participé à de nombreux projets, dont celui de Beau Dommage, Chloé Sainte-Marie. La poésie est un élément essentiel de sa démarche. Ainsi, il a fait une touchante interprétation du poème de Gaston Miron intitulé « Retour de nulle part », que vous pouvez trouver sur le tome 2 des Hommes rapaillés en 2011. Yves Lambert est un être généreux et par sa musique et ses mots, il met de l'âme dans l'univers musical québécois. C'est un privilège de l'avoir avec nous à Sainte-Mélanie et au nom de Culture en Action, je le remercie d'avoir accepté de participer à notre événement poétique. Il nous faut faire un tour d'emploi des plaisirs de la table, que chacun prenne auprès de soi une brunette aimable, avec le vin et la santé d'une femme jolie, dans la joie, dans la liberté, l'on passe bien sa vie. Que chacun chante sa chanson sans vouloir qu'on le prie. Que votre voix soit belle ou non, chantez chants à jalouserie. Avec le vin et la santé d'une femme jolie, dans la joie, dans la liberté, l'on passe bien sa vie. Gaëtan Dostie est éditeur, vidéaste, collectionneur et producteur. Il a été secrétaire de Gaston Miron, collaborateur du Berraquet et directeur du secteur poésie aux éditions La Presse. Il a aussi dirigé les éditions Parti pris de 1976 à 1984. Il a participé
à l'organisation de plusieurs événements littéraires et artistiques, dont le célèbre solstice de la poésie québécoise. Depuis 1955, il collectionne les imprimés littéraires, manuscrits et autres artefacts des francophones d'Amérique du Nord. Il a fondé la médiathèque littéraire Gaétan d'Hostie en avril 2008. Il est vice-président de la Société du patrimoine de la Seigneurie d'Aillebout. Nous sommes ici à Sainte-Mélanie. C'est un village qui est né au lendemain de la fin du règne seigneurial en 1854. Et nous sommes ici au manoir seigneurial de la Seigneurie d'Aillebout. Nous sommes juste en bas de la côte avec l'église en haut, dont la porte s'ouvre vis-à-vis le manoir. Ça a été une demande de Mme Panet quand ils ont offert le terrain. Le manoir Panet a été le chef-lieu et c'est ici que s'est développée toute la région. Et avec cette particularité qu'à partir de 1812 jusqu'à la fin du régime seigneurial, ça n'a été que des femmes qui ont géré et développé la région. C'est un événement unique qui n'a pas d'autres exemples à travers tout le Québec. Le manoir Panet et la Seigneurie d'Aillebout ont donné naissance à la Société du patrimoine de la Seigneurie d'Aillebout que nous avons fondée cet été et c'était pour acquérir précisément ce manoir et lui donner une vocation culturelle, littéraire. Dans ce salon ici, il y a 170 ans au moins, se tenait justement un salon littéraire. Madame Louise-Amélie Panet, que dans le milieu, les gens autour d'elle l'appelaient simplement Amélie, était l'une des 4 ou 5 femmes instruites de tout le Canada à l'époque. Son père avait été un juge de la Cour supérieure du roi de l'époque et il avait décidé que sa fille aînée serait instruite autant que les garçons. Et c'était aussi une femme remarquable en son temps. Elle était polyglotte, elle parlait 5 langues, elle était peintre, elle était musicienne. Ici, dans le salon, là, il y avait un piano. Alors, elle est venue s'installer ici au manoir à la mort de sa mère vers 1830. Et de 1830 jusque vers 1850, il y avait un salon littéraire et qui n'était pas n'importe quoi. Je vous dirais, à l'époque, entre autres, le premier maire de Montréal, Jacques Vigée, était un habitué. Et d'ailleurs, je vous lirai tout à l'heure un court extrait d'un poème sur la Seigneurie d'Aillebout, un poème qu'il est venu lire ici. Les textes que vous allez entendre, eh bien, ce sont des textes qui ont été récités ici, dans cet espace même. Alors, nous renouvelons 170 ans, 180 ans plus tard, une tradition qui est née ici, en particulier. Les premiers textes que je vous lis sont de Louise-Amélie Panet, ou d'Amélie Panet, c'est selon. Et ce sont des textes qui datent de 1836 à 1839. Elle est ici au moment où il y a une extraordinaire aurore boréale. Elle va monter sur sa montagne et au retour de ça, elle décide de parler de la vie qui est autour du manoir, de qu'est-ce qui se passe, des saisons, elle fait intervenir aussi déjà ce qui est l'ADN même de ce territoire de la Naudière. Elle fait intervenir un conteur, des chansons de folklore. On est 170 ans plus tard. Le premier poème écoutez, c'est pas un poème tout seul. Ce livre qui est une édition critique d'un poème de 1101 vers. Et ce n'est pas rien. Et c'est une littérature
qui est incarnée. Elle décrit qu'est-ce qui se passe qu'il y a autour du manoir. Elle décrit les gens, même les habitants, les cultivateurs qui sont venus s'installer, etc. Alors, à l'époque aussi, faut comprendre, le premier recueil de poésie dans notre histoire, là, c'est 1830 qu'il est publié. Elle est là tout de suite après. Bon, il y a les troubles de 37-38, si bien que le deuxième recueil dans notre histoire va être publié qu'en 1863. Il y a 33 ans de silence en réalité, mais elle est là avec tout un groupe de jeunes, de créateurs, ses neveux, et des gens très fascinants qui vont venir passer un séjour ici. Arrive enfin l'heure délicieuse. Tiède et le vent, la nue et vaporeuse. Le soleil chaud, ses rayons sont posés sur chaque objet molleusement bronzé. Du Saint-Laurent, les ondes frémissantes baisent sa rive aimable, souriante. Nonchalamment, elle avance tout bas, à peine fait un murmure leur pas. Combien souvent, rêveuse, sur la plage, fleuve fameux, ai-je vu cette image, mes yeux charmés tranquillisant mon cœur, je me perdois dans un vague enchanteur, entièrement uni à la nature, si belle, si gracieuse et pure, quelle harmonie et quel aspect serein. Tout est en paix. La feuille qui s'enfuit, de l'air pourtant, apporte un petit bruit. Tout est en paix. Hors de l'écho répète le rauque cri que le noir corbeau jette. Que j'ai joui de ces moments si doux. Que d'émotions éclore ils font en nous. C'est là les sublimes jours, aux élans, aux grands pensées, aux nobles sentiments. C'est là les jours où l'âme vagabonde effleure tout et les abîmes sondent. Le second extrait est un texte assez étonnant pour l'époque. Je vous parlais que les Amérindiens et les Atikamekw sont dans les environs. Ce sont les Indiens qu'elle connaît. Elle va faire intervenir dans son poème un conteur qui s'est perdu en forêt au début de l'hiver et qui est sur le point de rendre l'âme et qui là va apercevoir un sauveur. Je fus longtemps sur le sol étendu, quand vient un son de mon cœur entendu, frapper mes sens, ma raison assoupie. Il est d'un ange, il rappelle ma vie, avec effort un œil qui va mourir, j'ouvre et je vois un bras me soutenir. Je crois rêver, ce roi, ce donc un homme, prendras-tu fin en tourment qui me consomme? Dieu de bonté, chez moi, tout se confond, étonnement, trouble, bonheur profond. C'est un sauvage. Ah, sans son assistance, je m'éteignois, si grande est ma souffrance. Lors j'étais jeune et je suis devenu vieux, mais chaque jour, je fais pour lui des vœux. C'est un sauvage, il me voit misérable, en but à toi, famine détestable, tout il oublie, et la fraude et les torts qu'on fait aux siens, les blancs méchants et forts. Il me prodigue soin et pitié tendre. Un d'entre vous saura-t-il le lui rendre? Il est une suite. Ce chef de guerre était mon bienfaiteur. Il m'adopta. Je dus changer, devenir un sauvage,
pour chaque idée apprendre un mot nouveau. Dans un miroir vaniteux, je me mire, et chaque fois je forme, j'admire, un long espace il me faut dévorer, pour un plaisir qui doit si peu durer. Tout à travers une fine dentelle que mon goût brode, on voit ma face belle. Ah, beau parlant, je te vois reconnu, petits amis, que ne m'avez-vous vu? Plumet je pose et griffe sur ma tête, ce sein mon front des cornes d'une bête. Puis j'entre en danse et marche avec orgueil, où je saute haut, plus léger qu'un chevreuil. Tous mes atours agités se ballottent, en sondoyant mes plumes dans l'air flottent. Mes plumes aussi, jouant dans les airs flottent. Homme sauvage, après quelques leçons, bientôt je suis tes mœurs et tes façons. Il faut dire que souvent les coureurs des bois ne civilisaient pas, comme on dit, les sauvages. Le mot sauvage n'est pas péjoratif à l'époque, mais ils devenaient eux-mêmes des Amérindiens. Je soulignerai aussi ce personnage qui est son mari, William Benberzi. C'était le fils du plus grand peintre canadien de l'époque. Il était lui-même un peintre et Louise Amélie a connu son mari en suivant des cours de peinture chez la famille Berzy à Montréal. Elle était elle-même peintre. Alors, ici, dans cet espace, il y avait toujours des pinceaux, des crayons de couleur, parce qu'il y a des dessins extraordinaires qui ont été faits ici. Notamment le premier dessin de Sainte-Mélanie, avec la vieille église de 1830, et le petit manoir, qui est le manoir d'origine, avant qu'il soit agrandi vers les années 1840. Eh bien, c'est dans cet espace qu'il a peint. Et, entre autres, vous voyez ces portraits de Louise Amélie. Eh bien, il y a un portrait de Louise Amélie avec tout son bonnet, tout emmitouflé, parce que, vous savez, un manoir comme ça, c'était difficile à chauffer. Alors, c'est des choses qui ont été créées ici. Je veux dire, l'art, à l'époque, là, c'était tellement rarissime que ce n'est que 200 ans plus tard qu'on découvre ce qu'il en est. Ce lieu a accueilli des personnages fascinants. En particulier, ce salon littéraire était fréquenté par Louis-Joseph Papineau, notamment. Et entre autres, par Jacques Vigée, qui a été le premier maire de Montréal. Et Vigée, en venant ici, va faire un poème qu'il dédie à Amélie. C'est un poème aussi qui parle de la seigneurie d'Aillebout, parce qu'ici, au début, on venait à d'Aillebout, dit-on. D'ailleurs, ils écrivent d'Aillebout sans le S. La vocabulaire français est en train de s'établir. Madame Panet est née en 1789, c'est la Révolution française. C'est à ce moment-là que le langage de Paris va devenir le français universel, mais elle est du langage d'avant. Mais Jacques Vigée était avec M. Berzy, le mari de Madame Panet, en 1812, à la bataille de Châteauguay, sous les ordres de Salaberry. Alors, ce sont des frères d'armes. Toute sa vie durant, Vigée va commander à Berzy. Beaucoup d'illustrations dans les albums de Vigée sont faites par Berzy. Et bon, il était donc un habitué d'ici pour faire un poème pareil. Je vais vous en lire un court extrait parce que c'est un long poème assez curieusement. Que d'Aillebout est à mon goût. C'est la nature est franche et pure. Quel joli monde, quel beau vallon sous ses feuillages. Dieu, quel ramage! Et dans les airs, quel doux concert!
voûte azurée, voûte étoilée, soleil dorant, lune argentant, ciel sans nuages, cœur sans orage, pré émaillé et champs dorés, rustique temple, curé d'exemple, riant coteau, éclair ruisseau, logis modeste et mœurs agresse, troupeau joyeux et peuple heureux, ô c'est unique et romantique, que d'aillebout est à mon goût. C'est la nature, est franche et pure. Et plus loin dans son texte, il va parler des gens qui sont ici, en particulier d'un des neveux de Madame Panet, Guillaume Lévesque. Écoutez bien ce petit truc. Voyez Guillaume, lisant Brantôme, vite à courir pour vous ouvrir. Il vous demande, il vous attend depuis 20 ans, vite dedans. Alors tout cela pour parler justement de ce Guillaume. Les deux premiers enfants de Mélanie vont s'impliquer dans la bataille, dans la révolution de 1837, du côté des patriotes, du côté de Papineau. Et même dans le cas de Guillaume, il va participer à une escarmouche près des lignes américaines et il va être capturé par les Britanniques et il va être condamné à mort. La famille va réussir à faire qu'il va être juste exilé. Mais dans la cellule où il est avec Charles Hindelang. Hindelang est un des 7 premiers patriotes qui est pendu. Il est à côté de Chevalier de Lorimier à ce moment-là. Et Hindelang fait un testament où c'est Guillaume qui est son exécuteur testamentaire. Il lui demande d'aller porter un portrait à ses parents notamment, ce qui fait que Guillaume va s'exiler en France et il va devenir un familier de la famille Papineau qui est exilé à ce moment-là. Et jusqu'à la fin de sa vie, il va être en contact avec Amédée, le fils, entre autres, et il va être très près de cette idéologie-là, tout autant que l'autre, Charles. Il y a, en 1839, un poème assez extraordinaire qu'il va écrire, un poème d'exil. Ça s'appelle « La feuille au vent ou l'exil ». Où vas-tu, feuille morte, que la bourrasque emporte, en courant dans les airs? J'ai cédé à la brise dont l'effort souvent brise les rameaux forts et verts de l'arbre qui méprise les fureurs des hivers. Compagne vagabonde du vent qui court le monde, je le suis par les mers en sifflant, il m'entraîne, me chasse et me ramène dessus leurs flots amers, et tantôt me promène à travers les déserts. En marche dès l'aurore, le soir me trouve encore poursuivant le chemin dans les airs suspendus, parfois rasant la nue qui pleut au mont lointain et parfois confondu au brouillard du ravin. Hélas, feuille légère, reverras-tu la terre qui porte ton berceau, ou suivant la vitesse du souffle qui te presse vers un soleil nouveau, t'enfuiras-tu sans cesse, bien loin de ton rameau? Dans la route incertaine, frémissant à l'haleine qui m'a fait m'éloigner, j'attends que la tourmente à la fin repentante de toujours m'affliger vers ma tige contente me laisse retourner. Aux feuilles, mon emblème, je promène de même mes pas au gré des vents, à la brise ennemie. Comme toi, je confie mes destins constants, chassés de ma patrie au souffle des tyrans. On est en 38. C'est l'époque où les batailles avec les patriotes se passent.
Le dernier texte que je vais vous faire est de Charles Lévesque. Charles Lévesque est le vrai poète dans le groupe. Et on connaît de lui une 50aine de poèmes qu'il va avoir publiés dans des revues. Le dernier texte est très étonnant. Il est de 1849. C'est sur l'esclavage. C'est un sonnet. Ont-ils de la pitié, ces planteurs inhumains, qui mettent l'esclavage en honneur mercenaire, coupable abolition, les pauvres Africains, peuple qu'on avilit, devenus tributaires? Ah, le nègre gémit entre leurs dures mains, au milieu de la paix, plus méchant qu'à la guerre, ils spéculent sur lui par d'horribles moyens, tuer sans faire mourir un semblable son frère. Et le monde le sait. Il est indifférent au sort de la victime, au mauvais traitement que le malheur noir, jour et nuit, souffre, endure. L'Amérique est cruelle au nom de la liberté, et en son code, un tyran qui la montre parjure, Dieu brisera les fers du captif irrité. Alors, comme vous voyez, 180 ans avant, tout ce que nous vivons aujourd'hui est encore là, présent, et nous interpelle.